Dans le fond, à la base, je ne suis pas gênée de le dire, à la base, j'ai fait un diplôme d'études professionnelles en 2006-2007. Et j'ai vraiment, dans le fond, été travailler dans des commerces en lien avec la décoration intérieure. Et je mentionne au départ que j'étais vraiment une décoratrice. Par contre, je suis allée me former davantage et j'ai eu la chance à l'époque, en tout cas, parce qu'on n'est plus ensemble aujourd'hui, mais de marier un entrepreneur général qui m'a quand même amené beaucoup de connaissances, je vous dirais, sur les chantiers. J'ai démarré mon entreprise un jour, là, à force d'avoir des contrats, on va dire, essayer de pallier de travail et avoir des contrats à mon compte. Mon rêve à moi, c'était d'être à mon compte. Moi, je voyais les entrepreneurs comme, tu sais, il y en a que leurs idoles, c'est des chanteurs, c'est des comédiens. Moi, mes idoles, c'était des entrepreneurs. C'était ça mon rêve. Je voyais ça comme l'ultime liberté d'être à son compte. Bon, finalement, ça vient avec quelques devoirs, quelques contraintes, mais c'était ça mon rêve. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment très puissant comme rêve. Je me rappellerai toujours la journée que j'ai fondé mon entreprise alors que j'étais encore employée. Ma première formulation d'entreprise, à l'époque, mon rêve, c'était tout simplement de dire, ben, je veux travailler de chez moi, de ma cuisine, avoir mes petits clients à moi, puis je vais les rencontrer, puis je vais être heureuse avec ça. Puis il y en a vraiment que c'est ça qui les rend heureux, puis c'est vraiment parfait. C'est extraordinaire comme métier, c'est créatif, c'est le fun. Puis la journée que j'ai fondé mon entreprise, je me rappelle d'être revenue au travail. J'avais une patronne en or qui m'accompagnait un peu dans ces étapes-là, qui était au courant là, de vers où je m'en allais. Puis de lui avoir dit, waouh, je suis donc bien excitée parce que je sais que ça va fonctionner. Je sais qu'un jour, je vais être à mon compte. Mais avec aucune connaissance. C'est un peu pour ça aussi que par la suite, des années plus tard, j'ai décidé de vouloir fonder une entreprise qui allait accompagner les gens dans ce domaine-là à créer leur entreprise parce que je trouve qu'à l'école, on nous enseigne toutes les bases de notre métier, mais pas les bases de l'entrepreneuriat de notre métier. Puis étant un métier créatif, ça peut être rempli de... C'est tellement dur de mettre un cadre autour de ça parce qu'on aime ça, puis les gens le savent qu'on aime ça, puis on serait prêt pratiquement à payer pour travailler au départ. Donc, comment mon rêve d'être né entrepreneur, ben, c'était un peu là. C'était de voir tous les entrepreneurs que je rencontrais alors que j'étais dans un commerce, puis de dire, ben waouh, moi, un jour, c'est ça que je veux faire. Et donc, quand j'ai parti mon entreprise, j'ai parti effectivement de ma table à cuisine à, je vous fais un topo rapide, à dire, ben j'engage un employé. Ah, finalement, on devient des associés, on se loue un local commercial, on passe d'une entreprise enregistrée à incorporer une entreprise, on se dissocie parce que finalement, ça ne fonctionne pas d'être un duo. C'est des questions que je vais vous emmener un peu plus tard. C'est quoi qu'on a besoin réellement à nos côtés? Est-ce que c'est un employé? Est-ce que c'est de la sous-traitance? Est-ce que c'est une associée? Bref, donc je me suis dissociée. J'ai eu plusieurs types de locaux commerciaux. Encore là, des questionnements à se poser éventuellement. J'ai eu une entreprise jusqu'à 3, 4 employés à la fois. Après, plutôt de dire, ben, OK, on va travailler en sous-traitance. Et je peux dire vraiment qu'un jour, mon entreprise était rendue une entreprise à succès avec plusieurs employés. Au niveau de l'image, là, c'était extraordinaire. J'avais mon local avec pignon sur rue, des employés, mais j'étais plus heureuse. J'étais pas dans ce qui me définit en tant que passionnée. J'étais dans une formule qui me correspondait plus. Et ben, les grossesses s'accumulaient, fait que j'étais rendue à 4 enfants. Puis un jour, justement, je me suis posé la question de dire, mais qu'est-ce que j'ai envie réellement? Et ça fait longtemps que moi, j'étais orientée vers, on venait vers moi me poser des questions parce que naturellement, j'étais impliquée dans un paquet de choses, des CA, des chambres de commerce, etc. On venait vers moi, puis je me suis dit, ben parfait, je vais fonder une entreprise, La Trousse Design, qui, à l'époque aussi, était un annuaire de designers à travers le Québec, par spécialisation, par région. Et vraiment, la formation pour les designers intérieurs a commencé à ce moment-là. Depuis, j'ai accompagné plusieurs centaines d'entrepreneurs dans ce domaine-là à démarrer principalement leur entreprise, à se créer les bases de leur entreprise. Et je voudrais, dans le fond, que pour moi, ça a été aussi d'ouvrir la valve à, je nomme ma recherche d'authenticité parce que je suis quelqu'un qui adore la communication. Je vous nomme un peu plus tard là, ce que je fais, mais je suis quelqu'un de très multi-potentiel qui touche à un paquet de choses. Puis ça a été plus ça va, puis encore aujourd'hui, là, je dis à Nathalie, l'entreprise est en train d'avoir un nouveau branding, on s'en va vers des nouvelles choses, mais de dire comment qu'on peut s'affirmer
dans ce qu'on est, dans qui on est, puis de faire ce qu'on aime. Puis oui, de dire, hey, gars, je fais des mandats de design intérieur encore aujourd'hui, je fais des gros chantiers, je me permets d'enseigner, je me permets d'accompagner des entrepreneurs à démarrer leur entreprise. Donc, grosso modo, depuis, mettons, on va dire 16 ans à mon compte, différentes formulations d'entreprise et entre autres, j'ai été chroniqueuse de décoration sur une chaîne Ma TV. Je suis rédactrice en chef aussi d'un magazine de design intérieur. J'ai enseigné aussi en présentiel au collège, c'est Interdec qu'il le met à l'époque, donc cuisine, salle de bain, présidente de plusieurs groupes de réseautage. Je suis conférencière, je me déplace aussi en présentiel dans les écoles. Et je suis, oui, journaliste culturelle parce que j'ai un goût des communications et donc j'ai la chance, avec le magazine d'intérieur, d'avoir eu des portes qui se sont ouvertes vers autre avenue complètement, mais qui répond à qui est-ce que je suis puis qui me garde tellement allumée comme entrepreneur parce que je rencontre des artistes de différents milieux à toutes les semaines. Je me permet d'aller leur poser des questions. Puis encore là, j'ouvre mes horizons à différentes réalités de vie, à différentes façons de voir la vie. Ça m'aide beaucoup dans mon métier d'entrepreneur également. Et donc, je suis mentor et stratège créative. Dans le fond, moi, mon pouvoir, là, c'est d'accompagner les entrepreneurs puis de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ton entreprise soit unique puis qu'elle corresponde à qui tu es. Donc, ma mission d'entreprise, c'est d'accompagner les entrepreneurs à se définir dans leur unicité, à apprendre à accepter leurs couleurs. Parce que oui, on va se créer des bases solides. Donc, j'enseigne que ce soit le contrat, comment fonder une offre de service, bon, vraiment la grosse base, ton tarif horaire, comment le calculer, comment pouvoir le définir, comment savoir pourquoi tu vaux cette valeur-là à l'heure, etc. Mais au-delà de ça, ce qui amènera le bon client, c'est si tu es pleinement dans ton essence. Donc, de miser sur moi. Ce que j'aurais voulu qu'on me dise, là, je pars avec mes petits conseils de ce que j'aurais aimé me faire dire avant de démarrer mon entreprise au départ en design d'intérieur. De miser sur moi. Donc, je parle de partenariat, entre autres, là-dedans. Donc, j'ai longtemps reposé mon succès sur les éventuels partenariats qui changeraient tout à mon entreprise et en réalité, vous êtes la clé de votre succès. Vous ne devez compter que sur vous-même pour atteindre votre succès, car vous êtes maître de votre destinée. Les partenariats sont une source de motivation, mais il ne faut pas reposer l'entièreté, dans le fond, de notre entreprise sur ce facteur. Puis ce que je mentionne, c'est ça. Je vais vous donner un exemple concret. Je pense que des fois, c'est la meilleure façon de l'exprimer. Il y a plusieurs années, une ébénisterie vient vers moi en disant « Hey, on a le goût de travailler avec toi. Voici ce qu'on te propose. Nous, on est en feu. On fait un paquet de salons de l'habitation. Les clients, dans le fond, nous donnent leurs coordonnées pour qu'on aille les rencontrer pour des cuisines. On te les donnerait tous et on te paierait à commission. » Ce que ça a fait dans ce temps-là, moi, j'avais mon local, j'avais un employé. Je me suis mis à augmenter les heures de mon employé, à faire des plans. Moi, je me suis transformée du jour au lendemain en vendeuse de cuisine sur la route parce que il m'envoyait tellement de clients que je me suis mis même à, je vais dire entre guillemets, mais négliger ma propre clientèle parce que la demande était tellement intense de ce qu'ils m'envoyaient comme lot de clients. Mais dans le fond, eux autres avaient un partenariat avec moi, sans frais, dans le sens qu'on est mort de rire, on vend une cuisine, là, à ce moment-là, on donne une commission, sinon, on n'a aucun frais d'employé. C'était une fausse bonne idée, là, comme on dit. Fait que dans le fond, eux autres, ils ne disaient pas est-ce qu'on va qualifier le client qu'on va envoyer à Marie-Ève. On disait juste ah, vous voulez rencontrer notre représentante de cuisine ou je ne sais pas comment ils me nommaient, notre designer à domicile. Parfait. C'est quoi votre adresse? On vous envoie Marie-Ève. Fait que, c'est un peu de se reposer. Puis moi, à l'époque, j'ai vu ça comme oh mon Dieu, une mine d'or. Je vais avoir un paquet de clients, mais je n'ai pas bien évalué le partenariat dans lequel je m'embarquais. Au contraire, je me suis mis à dépenser beaucoup de sous sur un employé, sur des heures qui n'étaient pas facturable pour moi, qui n'était pas logique. Et je me suis aussi démotivée à être sur la route, à rencontrer des clients un après l'autre. Puis, je veux dire, j'ai vu le pire des pires. J'ai déjà vu un homme, j'arrive chez lui, puis il me dit ma femme n'est même pas au courant que je suis venue une designer, je vais voir si ça vaut la peine. Quand tu refais faire ta cuisine habituellement, puis tu es sérieux, tu en parles avec ta femme. Ça, c'est un exemple parmi plusieurs, parce que j'ai eu longtemps la mentalité dans mes débuts de dire à un moment donné, je vais croiser la bonne personne, puis ça va être mon coup d'envoi, puis là, on va partir en partenariat, puis dans le fond, l'idée, à la base, c'est de dire, c'est quoi, toi, ton super pouvoir? Qu'est-ce que tu peux emmener à ton client? Sur quoi tu dois miser? Puis tant mieux si éventuellement, il y a quelqu'un qui te trouve incroyable, mais après, c'est de bien évaluer qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais échanger. Des années plus tard, j'ai eu un nouveau partenariat avec une ébénisterie qui est arrivé.
Et j'ai complètement changé mon offre de service. Naturellement, ça a été signé, ça a été approuvé. Puis, je m'excuse, mais tu vas me payer que tu vendes ta cuisine ou pas. Puis, il va y avoir un dépôt même dès que j'ai un rendez-vous de prix avec le client. Tu veux avoir mes services, voici comment ça va être. Moi, je ne te dis pas si c'est pour toi la meilleure décision d'entreprise, mais pour moi, je ne travaillerai pas en dehors de ces conditions-là. Puis j'ai bien fait parce que la journée que ce partenariat-là, finalement, c'était plus difficile pour cette entreprise-là, qui avait peut-être un petit peu moins le vent dans les voiles, mais j'avais été protégée totalement. Puis je m'étais fait payer à la hauteur du temps que j'avais investi dans ce partenariat-là. Fait que c'est vraiment de prendre le temps parce que souvent, un partenariat arrive vers nous, puis on est, surtout en démarrage, je vous dirais qu'on est porté à s'emballer rapidement. Puis c'est rare que les gens nous offrent quelque chose juste parce qu'on est gentil. C'est parce qu'ils ont quelque chose à aller gagner de ça. Fait que s'ils nous offrent quelque chose, puis les autres, ils savent qu'est-ce qu'ils vont gagner, nous, qu'est-ce qu'on va gagner. Au lieu de dire, ah, c'est sûr, j'en plein de business. Non, c'est pas toujours le cas. Bon, apprenez du succès des autres, mais créez une entreprise qui vous ressemble. J'ai longtemps voulu créer un modèle d'affaires qui semblait un gage de succès. Je n'ai pas évalué si ce modèle me correspondait. Je n'ai pas évalué si ce modèle me rendait heureuse. Je me suis fiée simplement à l'image qu'il projetait. L'exemple concret de ça a été, là, ça remonte quand même on commence à remonter dans plusieurs années dans le temps pour moi, mais longtemps pour moi, le succès, ça a été, moi, je vais avoir un local, il va y avoir une pancarte sur le bord de la rue, je vais avoir des modèles de cuisine sur place. Puis, tu sais, genre une matériathèque sur place, puis là, avec des employés, puis ça va être ça qui va faire que je vais faire de l'argent, puis que je vais avoir un succès. À la base, moi, je viens d'une famille où est-ce que mon père a été directeur dans un autre domaine complètement, l'automobile. Mais tu sais, bon, il y avait un poste de directeur. Il y avait sa secrétaire, ses employés, ses bureaux. Puis c'est comme si pour moi, le succès avait été associé à ça. De dire, pour faire de l'argent, ou en tout cas, je ne sais pas si je vais dire pour faire de l'argent, mais pour être à succès, parce que des fois, il y a une nuance entre l'image du succès et vraiment faire de l'argent. Pour être à succès, ben je dois avoir un peu ce modèle-là. Puis là, écoute, les gens vont me trouver bonne. Mais dans le fond, moi, ma liberté, je vais voler le punch, ma valeur principale, c'est la liberté. Quand on a un local avec des employés, je vous confirme qu'on est loin de la liberté. On se transforme en gestionnaire de problèmes, en gestionnaire d'un paquet de choses, sauf être libre et créative. Fait que si je me reposais réellement les questions de dire, c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce que tu veux, ce que je vais vous parler un petit peu plus loin, bien, clairement, je n'aurais pas tenté de recopier un modèle d'affaires qui était, il faut que j'aille un showroom, il faut que je vende des cuisines, puis non, parce que c'est pas ça qui me rend heureuse. Fait que c'est de dire, c'est bien de regarder un peu qu'est-ce qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qui existe comme modèle d'affaires. Il y en a qui travaillent de leur cuisine, il y en a qui sont en partenariat, il y en a qui sont en association, il y en a qui ont des employés, il y en a qui vont faire de la sous-traitance, il y en a qui vont se spécialiser dans les cuisines, il y en a qui vont se spécialiser dans les plans techniques, il y en a qui vont dire, moi, je ne touche pas les plans techniques, j'aime pas ça du tout. Je veux dire, l'idée, là, c'est quoi le modèle d'affaires qui va te correspondre à toi puis qui va te rendre heureuse? Parce que juste suivre une fille sur les réseaux sociaux, de faire, bon, elle a l'air de faire de l'argent, je vais faire comme elle, c'est vraiment s'éloigner peut-être de ce que vraiment tu as vraiment envie et qui pourrait te rendre totalement heureuse. L'autre point, c'est une structure et une organisation de temps ne sont pas une perte de une organisation ne sont pas une perte de temps, pardon. Prendre le temps de s'organiser, que ce soit à l'aide de logiciels, de revalider ses notes après une rencontre client ou de bien lire certains contrats évitera la moitié des erreurs. J'ai toujours été la personne qui trouve que tout va passer vite. J'avais ce beau trait-là. La majorité de mes erreurs coûteuses ont été réalisées lors des moments où j'ai soit trop fait confiance, donc je n'ai pas pris le temps de valider convenablement ce que ou que je n'ai pas bien pris le temps, pardon, de faire convenablement chaque étape nécessaire d'un processus. Ça, là-dessus, j'ai quand même quelques bons exemples à vous donner. Mais en partant, de dire quand un contrat arrive, on va prendre le temps de faire un contrat, de le faire signer, de faire comprendre aux clients c'est quoi ses engagements, de faire comprendre les limites. Je vous en parle un petit peu plus loin aussi de ça. De valider les informations, de faire signer le client ses soumissions, etc., etc. C'est tous des petits détails qui font en sorte que c'est plus long. Là, je confirme avec vous, monsieur Untel, que vous avez mentionné telle affaire. Je vous envoie un courriel pour revalider l'information qu'on s'est dit verbalement. Toutes ces choses-là font en sorte que c'est beaucoup plus long, mais en bout de ligne, on sauve énormément de temps, énormément d'argent.
Je vais vous donner deux bons exemples là-dessus. Un exemple, mon erreur la plus coûteuse en entreprise, qui a dû me coûter pas tout à fait 20 000 mais pas loin. J'ai fait livrer une cuisine de la mauvaise couleur. À l'époque, j'étais en partenariat. Dans le fond, j'avais une entreprise qui avait une licence RBQ, fait que j'avais le droit de vendre directement des cuisines à ce temps-là. Et puis, donc, je signais mes soumissions. Fait que moi, je suis arrivée chez mon ébéniste de l'époque avec 2 ventes de cuisine faites en disant à la personne qui est par moi, elle est en gris charcoal, l'autre, elle est en noir. La personne a pris noir pour les 2 cuisines, m'a envoyé les contrats, j'ai révisé hyper rapidement, j'ai signé, j'ai envoyé ça, la cuisine est arrivée de la mauvaise couleur. C'était peut-être gris charcoal ou noir, je ne me rappelle plus, mais tout ça pour dire que ma cliente, une cliente en or, justement que je connaissais de la chambre de commerce et tout ça, elle me dit « Marie, c'est parce que la cuisine est arrivée, pas de la bonne couleur. On fait quoi? » Puis là, super fine, gars, ça me dérange. Je dis, écoute, Rachel, je prends ça en main, là. Je dis, là, j'appelle mon ébénisterie, là, je dis, gars, c'est pas de la faute de la cliente, je sais pas c'est encore de la faute de qui, on veut pas trouver tout de suite c'est qui le coupable, on veut juste part avec les caissons puis refait la cuisine. Finalement, réalise, moi, dans ma documentation à moi, j'ai les bonnes couleurs, mais étant donné que je les ai nommées verbalement, puis j'ai pas relu comme il faut les contrats, mais je me suis tenue responsable de cette erreur-là, parce que j'ai signé un contrat, c'est un contrat, avec la mauvaise couleur. Fait que ça, c'est une belle erreur coûteuse de « je veux faire ça vite, vite, vite ». Aussi, ça a été beaucoup, justement, quand j'ai délégué à des employés et que je te fais confiance, go, 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 vas-y, vas-y, on est pressé, parfait, place les commandes. Puis moi, j'ai vu des chantiers arriver puis faire l'entrepreneur, mais Marie-Ève, on fait une salle de bain, et où la plomberie? La plomberie, je n'aimerais pas le nom de mon ancien employé, mais on va l'appeler Judith, c'est pas Judith son nom. Judith était supposée l'avoir commandé. Non, là, Judith, est où la plomberie? Oh, j'ai oublié de commander la plomberie. Fait que, tu sais, ça coûte cher dans ce domaine-là quand tu te trompes parce que là, un chantier que la plomberie n'est pas là puis que le plombier est prêt à s'en venir, là, c'est des frais d'entrepreneur sur place. Puis à un moment donné, c'est beau pelleter par en arrière, dire c'est pas de ma faute, mais il faut assumer quand on voit que c'est vraiment nos erreurs. Fait que là, ça a été ça. Fait que, tu sais, de prendre le temps de créer, par exemple, des tableaux d'étapes dans un projet, de s'assurer d'avoir une structure. Moi, je travaille beaucoup avec Trello, qui est une plateforme d'organisation, justement, de projet, mais de regarder ça, de dire, OK, ils sont où dans mes étapes? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai commandé ça? Parfait, qu'est-ce qui me reste? Puis de se faire des check-ups, puis des réunions. Puis, je suis quelqu'un qui n'aime pas la bureaucratie, des fois exagérée, mais je pense qu'il faut vraiment aller faire un contrebalan puis dire ça se peut que je prenne un contrat de moins ou 2 par année, mais que dans mes contrats, j'accorde le temps nécessaire. Parce que là, je vous parle, moi, je roulais toujours à une vingtaine de projets à la fois. Fait que ça va vite quand tu as 20 projets à la fois. Mais à un moment donné, il faut prendre le temps de dire, c'est plate à dire, mais le client il doit bien être servi. Puis c'est pas juste la quantité puis ce que tu vas faire, mais c'est ce temps-là, il n'est pas facturable nécessairement, tu sais, mais il faut prendre le temps parce que c'est votre nom qui est en jeu. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça? Tout va bien? On n'a pas de questions dans le chat. Donc, c'est bon, je pense que tout est clair là pour l'instant. Parfait. Donc, ce que j'aurais voulu savoir également, c'est que de ne pas accepter certains clients, c'est une bonne chose. Moi, je disais oui à toutes les demandes là, qui rentraient là, en me disant, mon Dieu, je vais manquer de travail, Fait que je dois dire oui à tout le monde, qu'est-ce qui rentre. Puis, tu sais, je vais faire une nuance. C'est sûr que les premiers contrats qui rentrent, là, on commence pas à dire, oh non, tu sais, c'est premier contrat, la première personne qui veut me faire confiance, mais non, c'est pas vraiment ça que je veux faire. Encore là, ça dépend, on va en reparler un peu plus loin de vos bases en dessous de vous, à quel point vous pouvez vous permettre ça. Mais que ce soit au niveau du prix ou certaines demandes qui nous font réaliser rapidement que le client n'est pas en confiance avec nous, si nous allons à contre-courant, que le match n'est pas le meilleur dès le départ, il y a de fortes chances que nous retrouvons devant un client insatisfait, peu importe l'énergie que nous injecterons dans le dossier. Tu sais, un client qui va, par exemple, négocier son prix, notre prix. Ah, tu sais, moi, je t'aurais pris, là, mais pas à 1300. Je t'aurais pris à 1000 $. Ah, ben, tu sais, moi, là, tant qu'à ça, tu peux-tu aussi faire les choix de ma chambre en même temps pour le même prix? Tu peux-tu ci, tu peux-tu ça? La plupart du temps,
Premièrement, à l'intérieur, vous allez le sentir, là, ça coince. Là, on parle à un client, puis ou ça au téléphone, les premières fois qu'on y parle, on le voit là, quand on n'est pas sur la même longueur d'onde de quelqu'un, puis là, on se force, on se dit ben, écoute, elle me tape ses nerfs, ça n'a pas de bon sens, mais c'est correct, ça, je vais la servir pareil. Il y a ça. Puis il y a aussi le client qui te négocie, puis tu fais ah ben oui, OK, moi, je veux des réalisations de mon portfolio, je veux ci, je veux ça. Mais Colin, la plupart du temps, j'ai vu des clients qui m'ont négocié justement, là, j'ai un client en tête, là, ah, tu sais, je te le prendrais, mais à tel prix. Puis là, ah oui, oui, tu sais, j'étais avec une associée à l'époque, puis on le veut, puis on veut de la job, puis on veut de la job. Mais c'est les clients qui sont le moins satisfaits à la fin. C'est les clients que, dès qu'il va se passer quelque chose, ils vont, ben là, moi, j'ai payé pour un service, j'ai pas ça, puis ils vont pas se rappeler de dire, ben techniquement, là, au prix qu'elle me fait, là, c'est comme si elle travaillait 10 heures gratuitement pour moi. Il se dira pas ça, là. Il ne vous dira même pas merci d'avoir baissé son prix. Il reste, lui se dit, je suis un client, je dois être bien servi. Puis c'est vrai parce que vous avez accepté ce prix-là. Fait que le client, vous n'êtes pas supposé de baisser votre niveau de qualité de service, mais en même temps, vous allez travailler un peu fâché parce que vous allez dire, ben, tabarouette, je ne fais pas d'argent sur ce dossier-là. Fait que moi, je pense que soit un client qu'on lui, ce qu'il demande, c'est clairement pas dans nos compétences. Ou ce qu'il demande, ça va contrairement à l'encontre de nos valeurs. Le match avec le client, ça ne fonctionne pas. On voit là, dès le départ, on se parle, puis on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'entendre. On réexplique, il ne comprend toujours pas. Procédure par-dessus procédure, on n'a même pas signé un contrat encore. Tu sais, ça, c'est des fois, c'est des signes de ish. Je le sens là, que ça coince intérieurement, puis je le sens parce que ça peut être long, là, un mandat design. Ça peut, quand c'est compliqué, là, ça peut durer plusieurs mois là, avant qu'on arrive à l'aboutissement du projet. Puis à la fin, on fait hey, ça n'a pas de bon sens. Puis là, il va-tu vouloir me donner mon dernier paiement? Puis, fait je voudrais juste, faites confiance à votre instinct à ce niveau-là. Quand un client se présente devant vous au téléphone ou dans un salon, puis on voit que ça ne matche pas, il y a différentes façons polies de refuser un contrat. Moi, j'ai déjà dit à une cliente, écoutez, pour vrai, j'entends ce que vous voulez. Mon offre serait beaucoup trop dispendieuse pour ce que votre besoin est. Je vous conseillerais, par contre, peut-être d'aller dans une boutique de décoration puis de voir un peu le service à domicile qu'ils peuvent vous offrir à ce moment-là pour vous. Mais moi, clairement, je ne suis pas prête à baisser mon prix, mais mon prix est beaucoup trop dispendieux pour ce que vous avez comme besoin, puis je le conçois. Fait que, moi, j'étais à un niveau peut-être que plus pour, si vous voulez rénover, vous voulez arracher tout ça, mais vous voulez plus des conseils, des cours, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour vous. Fait que, il y a des façons de le faire. Puis, généralement, je prends un exemple, cette dernière cliente-là, elle m'avait remercié. Elle dit wow, tu es tellement professionnelle. Merci vraiment de refuser mon contrat puis de m'orienter vers la bonne personne qui va être pour moi au lieu de l'accepter ou de me faire un offre. Puis, dans le fond, là, ça coince. Moi, je paye, mais je paye trop cher pour ce que c'est. Fait que souvent, à la limite, même, ça peut finir avec des références vers peut-être, ben, gars, son amie, elle. Écoute, moi, j'ai appelé une designer là, la semaine passée, puis elle n'était pas. C'était pas fait pour mon besoin, mais toi, par contre, je te verrai avec cette personne-là. Fait que, tu sais, appelle-la, a été assez professionnelle pour refuser mon contrat pour ne pas me charger pour rien. Voici un exemple. Point de réflexion, là, maintenant, à réfléchir avant votre démarrage. Dans le fond, ce que je veux que vous réfléchissiez, c'est votre filet, je vais vous les détailler après, là, votre filet de sécurité, votre horaire, la perception de vos proches sur votre nouvelle réalité et les sacrifices que vous êtes prêts à faire. Votre filet de sécurité, c'est avant de partir en affaires. Là, moi, j'entends souvent des gens me dire ah, ben c'est bon, je peux partir à mon compte. J'ai ma cousine de toute façon qui veut refaire sa cuisine. Puis, OK, mais la journée que tu as tes 2-3 proches qui t'ont donné un projet part, c'est quoi ton réel filet de sécurité? Est-ce que vous êtes chez vos parents puis que vous pouvez prendre le temps de démarrer votre entreprise, vous n'avez pas de frais? Ça, c'est tant mieux, c'est le fun. Est-ce que vous avez un conjoint qui va vous soutenir financièrement pendant votre démarrage d'affaires? Tant mieux, c'est le fun. Moi, quand j'ai démarré mon entreprise, j'étais déjà maman de 2 enfants. Puis oui, j'avais un conjoint, mais qui ne pouvait pas nécessairement me soutenir financièrement dans le sens que j'avais besoin d'avoir un salaire. J'étais un peu pas réfléchi à ce moment-là et j'ai parti, comme je vous dis, j'ai parti quand j'avais vraiment, vraiment de l'ouvrage, mais je ne m'étais pas posé la question, mais je vais faire quoi la journée que je n'ai pas de contrat? J'étais assez débrouillarde, j'ai été chanceuse. Mais c'est un bon questionnement à se poser de dire, est-ce que j'ai des économies? Si j'ai des économies, jusqu'où je suis prête à empiéter sur mes économies? Est-ce que j'ai des REER que je vais prendre? Est-ce que, tu sais, c'est quoi? Ensuite, votre horaire, mais c'est quoi l'horaire qu'on est prête à établir? Parce que si on ne se pose pas la question, c'est très difficile de dire non après aux demandes de clients. Exemple, on pourrait dire, bien moi, dans mon horaire,
j'accepte que 2 soirs par semaine, maximum, que je rencontre des clients. J'en rencontre pas 4, j'en rencontre pas 5, j'en rencontre 2 soirs par semaine. Puis je vais en mettre ça, exemple, les mardis, jeudis. Fait comme ça, à chaque fois qu'un client dit Ah, serais-tu disponible un soir? Oui, j'aurai mardi dans 3 semaines. Ah, t'as pas d'autres soirs? Non, bien, pour mes soirées, c'est les seuls qui sont disponibles. Fait de vous permettre, est-ce que vous rencontrez des clients à la fin de semaine? Êtes-vous prête à faire ça, rencontrer des clients à la fin de semaine? Ah oui, une fois par 2 semaines, je suis prête à aller à prendre mon samedi matin. OK, parfait. Combien d'heures que je veux travailler? Parce que avoir une entreprise, c'est pas juste j'ai signé 3 contrats de 20 heures là, que j'ai à faire. C'est OK, je vais établir mon marketing, je vais travailler sur ma comptabilité, je vais envoyer des papiers à mes comptables. C'est quoi mon réel horaire que j'ai envie de faire, où je suis prête à faire, puis vers où je vais aller aussi comme horaire. La réalité, la perception, pardon, de vos proches sur votre réalité, c'est parce que quand vous allez tomber à votre compte, tout le monde va penser que vous êtes disponible n'importe quand pour les aider ou pour jaser au téléphone. Tu sais, fait que, tu sais, ma mère, encore après 20 ans, va faire Hey, ça serait fun de me faire prendre un café une journée dans la semaine. C'est parce que maman, je travaille. Non, t'as pas tant de contrats. Oui, oui, j'ai des contrats, maman. Puis même si cette semaine, exemple, j'ai pas de rendez-vous, j'ai de la job. Fait que c'est d'expliquer aussi à votre, tu sais, souvent, c'est le conjoint enfant, dire là, tu sais, ça va être ça maintenant, mon horaire. Puis ça se peut que, dans les débuts, là, ma nouvelle réalité, c'est peut-être qu'on ne pourra pas aller au restaurant tout le temps. Peut-être que faut vraiment expliquer aux gens autour de nous, surtout ceux qui vont nous accompagner dans ces étapes-là par la bande sans le vouloir, des fois. Mais premièrement, j'ai vu beaucoup aussi de couples, des fois, qui ont eu des difficultés de couple à cause de ça. Fait que c'est de dire voici dans quoi je m'embarque, mon chéri, là, ou ma chérie. Ça se peut que je sois obsédée par ma business au début, ça se peut que je t'en parle tout le temps, ça se peut que je sois moins disponible, ça se peut que le ménage soit moins parfait. Es-tu prête à m'accompagner là-dedans? Fait que ça, c'est important d'avoir ces discussions-là. Et finalement, ben, ça résume un peu, c'est que c'est les sacrifices qu'on est prêt à faire. Est-ce que c'est des sacrifices financiers, c'est des sacrifices de temps, c'est des sacrifices d'énergie, c'est des sacrifices sur notre vie sociale? C'est quoi qu'on est prête à faire comme sacrifice et où est-ce qu'on n'est pas prête à mettre la hache là-dedans? Exemple, vous, tous les samedis soirs, vous sortez avec vos amis, puis pour vous, c'est précieux. Ben non, ça là-dessus, moi, je veux vraiment toujours que ça reste. Ou ben oui, je vais être prête à faire des sacrifices par rapport à ça. Ça se peut aussi que je vais être un petit peu moins disponible pour mes enfants parce que je vais avoir la tête pleine, puis que ça se peut que je réponde à des messages textes de temps en temps. Tu sais, c'est vraiment juste dans le fond, c'est juste de prendre le temps d'évaluer tous ces points-là, puis de voir sont où nos limites à nous, puis jusqu'où on est prêt à se rendre. Parce que sinon, c'est vraiment facile de se perdre, puis de se retrouver finalement dans une situation qui ne nous plaît pas, mais parce qu'on a juste laissé la vie aller, on a juste laissé les clients empiéter sur nous, puis faire Ah ben oui, on a dit oui à tout, fait que on se retrouve dans une situation à ce moment-là où est-ce que Ah, j'ai tellement pas la vie que ça me tentait d'avoir. Ben oui, ben je ne me suis pas posé les questions avant de partir d'une entreprise. Tu veux créer une entreprise qui va te ressembler, connaissance, désir, valeur, toujours. Donc, c'est quoi mes connaissances? Il est où mon super pouvoir? Je dis toujours ça. Moi, je suis extraordinaire dans comment réinventer des mini-espaces. Parfait. Moi, c'est vraiment le côté technique. Moi, c'est vraiment le côté créatif. Moi, c'est quoi vos connaissances? Ou est-ce que vous sentez que vous êtes un expert là-dedans? Ensuite, c'est quoi vos désirs? Moi, mon désir, là, c'est d'avoir une entreprise qui va me permettre de voyager dans le monde. OK, là, mon désir, c'est ça, mais en même temps, puis mes connaissances, c'est ça, qu'est-ce que je peux faire? Puis mes valeurs, les valeurs, ça peut être la liberté, la famille, les amitiés, ça peut être d'avoir le plaisir, c'est une valeur. Fait que, tu sais, de dire, qu'est-ce que je peux faire qui va rassembler mes connaissances, mes désirs, mes valeurs? Fait que déjà, en partant, que si vous prenez le temps de décortiquer ces 3 points-là, parce que désir, valeur, c'est pas pareil. Désir, ça peut être de dire moi, je désire être reconnu absolument de partout, ou non, moi, je désire, dans le fond, ce que je désire, c'est de pouvoir être libre totalement de mon horaire. OK? Puis ma valeur, c'est la liberté. Bon, parfait, c'est bon, on commence à avoir quelque chose. Par contre, je n'irai pas me créer un pignon sur rue. Fait que vous décortiquez ces 3 points-là avec tous les points, puis comme ça, à chaque fois que vous avez peut-être un angle de l'entreprise que vous aimeriez aller créer, ça va vous permettre de dire est-ce que je réponds à ces 3 points-là, mes connaissances, mes désirs, mes valeurs? Puis peut-être que vos désirs, vos valeurs, vous dites j'ai telle idée, ça répond à mes désirs, mes valeurs, mais mes connaissances, c'est drôle, il m'en manque. Là, c'est la question de se poser, c'est de dire
qu'est-ce que je peux aller chercher comme formation supplémentaire à ce moment-là qui va pouvoir aller me permettre d'aller créer cette entreprise-là qui répond à mes valeurs et mes désirs. Les points vraiment à intégrer rapidement à votre entreprise dès le départ, c'est une offre de service qui va être claire. Là, je dis dès le départ. C'est comme faire du vélo, on apprend à pédaler des fois en même temps, là, mais tu sais, c'est important de se poser des questions rapidement. C'est quoi notre offre de service à nous? Qu'est-ce qu'on offre exactement? Puis je dis toujours aux gens, n'ayez pas peur de vous positionner parce que c'est pas parce que vous vous positionnez, par exemple, en tant que cuisiniste, mettons, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir t'approcher et dire Hey, j'ai vu les 5-6 dernières cuisines que tu as faites sur les réseaux sociaux, je trouve ça extraordinaire. Moi, c'est mon salon que j'ai à faire. Tu le ferais-tu pareil? Ça va être votre choix de l'accepter ou de le refuser. Fait que c'est pas en vous positionnant, en vous nichant, que vous n'êtes pas en train de dire je ne veux pas faire autre chose. Vous êtes en train de dire voici ma spécialité, puis après, vous allez peut-être attirer le bon client à vous, par contre, parce qu'il va aimer votre style. Fait qu'une offre de service claire, une gestion de votre comptabilité, c'est important. Des fois, je suis cordonnier mal chaussé encore une fois dans ma vie, mais à chaque fois que je fais Ah mon Dieu, j'aurais dû être à jour dans mes affaires. J'ai tel papier à retrouver pour mon comptable, et c'est du temps à ce moment-là qu'on perd. Fait qu'une bonne gestion de votre comptabilité, là, si vous faites ça dès le départ, vous avez un système de facturation qui est clair. Vous facturez au fur et à mesure aussi vos clients. Vous n'attendez pas là, 8 mois avant Ah oui, tel client, je n'ai pas facturé. Non, vous facturez au fur et à mesure. Votre comptabilité, elle est saine. Vous rentrez vos dépenses, vous rentrez vos revenus. Tous les frais sont notés. Vous rentrez ça au fur et à mesure. Ça va vous assurer vraiment beaucoup moins de casse-tête. Un contrat, partez toujours avec un contrat. Au pire, vous allez le peaufiner avec le temps, mais vous partez avec un contrat qui va encadrer toutes les clauses, vos limites de vos responsabilités, jusqu'où vous vous rendez, c'est quoi les méthodes de paiement, c'est quand les méthodes de paiement, etc., etc. Fait que, ça, je l'enseigne entre autres. Là, ça, c'est une formation en soi, juste le contrat. Votre méthode de marketing, ça, c'est aussi super important parce que ça ne donne rien de vous lancer partout à la fois. Fait que, vous pouvez partir ça à votre rythme, dire moi, je suis très à l'aise avec Instagram, moi, je suis très à l'aise avec TikTok, moi, je suis très à l'aise avec Facebook, moi, c'est même pas obligé d'être un site web en partant, je vous le conseille d'avoir un site web. Là. Mais ce que je veux dire, c'est en partant, là, votre entreprise, ça va être où vous allez mettre votre temps marketing, de quelle façon vous allez le faire, ça va être quoi votre message, comment vous allez vous positionner. Et d'établir votre liste de procédures. Donc, je dis toujours à mes clientes du point A au point Z, qu'est-ce qui se passe dans un mandat? Client t'appelle. Qu'est-ce que tu fais avec un client qui te demande une offre de service? OK, est-ce que tu lui donnes un rendez-vous pour clarifier ses besoins? Tu lui envoies son offre de service, tu le rencontres, combien de temps que ça dure à peu près la rencontre? Qu'est-ce que tu fais dans cette rencontre-là? Par la suite, c'est quoi habituellement la moyenne de livraison des plans? OK, tu as 3 semaines entre les deux. Qu'est-ce que vous détaillez toute votre procédure d'un contrat type pour vous aider quand un nouveau client rentre, de dire voici les étapes que j'ai besoin de faire. Une liste de procédures.